Donc, bonjour à toutes et tous. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire sur le lien entre le virus de l'Epstein-Barr et la CEP. Je me présente, je m'appelle Corinne Coleman, infirmière à la Société suisse de sclérose en plaques et je serai modératrice accompagnée par ma nouvelle collègue Amélie Bechler qui remplace Magali Despennes. Donc, au programme de ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Renaud Dupaquier qui vient nous parler des dernières découvertes en lien avec le virus de l'Epstein-Barr. Et puis, pour les questions, voilà, donc si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les écrire à tout moment dans l'espace prévu à cet effet, dans le panel du webinaire où c'est marqué Q et R, et on tâchera d'y répondre à la fin de la présentation. Nous ne parviendrons peut-être pas à répondre à toutes les questions, notamment si certaines sont trop spécifiques, mais vous pouvez également prendre contact avec nous par téléphone ou email par la suite. Et par la suite, je vous donnerai aussi les numéros de téléphone auxquels vous pouvez nous joindre. Et puis le webinaire sera disponible en ligne sur notre site internet d'ici quelques jours si vous souhaitez le consulter à nouveau. Donc, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir le professeur Renaud Dupaquier, à qui je vais laisser l'écran. Et je vous retrouverai tout à l'heure avec Amélie pour les questions. Donc, voilà. Alors, C'est oui, tout voilà, bon. On voit l'écran. c'est bon? C'est parfait. Voilà, parfait. Alors, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir vous parler d'un sujet qui, je dois dire, me tient beaucoup à cœur parce que ça fait un long moment qu'on fait de la recherche au laboratoire sur ce domaine. Donc, je suis évidemment déjà convaincu de l'importance de ce virus dans la sclérose en plaques. Mais comme je vais vous le montrer, c'est un long chemin et un long chemin qui finalement a trouvé récemment un aboutissement, enfin, disons une première grande étape, c'est pas un aboutissement, l'aboutissement ce sera le traitement, mais une première grande étape sur la voie des causes de la sclérose en plaques, en particulier liées au virus Epstein-Barr. Donc le virus Epstein-Barr que je vais appeler souvent dans la présentation EBV pour Epstein-Barr virus, donc c'est la même chose. Et sclérose en plaques, parfois, comme vous le savez, je l'abrégerai par CEP. Donc, j'ai préparé ma présentation avec trois volets. La première chose, ce sont les faits. Quelles sont les choses relativement indiscutables entre Epstein-Barr et CEP? Le deuxième volet, c'est OK, Epstein-Barr joue un rôle dans la CEP, mais par quel mécanisme? Et ça, vous verrez que c'est déjà beaucoup plus, c'est encore plus indécis. Et puis, troisième volet, finalement, sur la base de l'importance du virus Epstein-Barr dans la CEP, qu'est-ce qu'on peut entrevoir éventuellement comme traitement? Alors, Epstein-Barr, il faut savoir juste comme introduction que c'est un très gros virus. Vous savez, il y a des virus de différentes tailles. Alors, ça reste infiniment plus petit qu'une bactérie, mais enfin, pour un virus, c'est un gros virus qui fait partie du grand groupe des virus herpès. Donc, c'est un cousin des virus qui font le bouton de fièvre. C'est un cousin du virus de la varicelle et du zona. Voilà. Donc, c'est un virus qui fait partie de cette très grande famille qu'on appelle les virus herpès humains, avec plein de protéines, plein de capacités d'échapper à la réponse immunitaire. C'est un virus beaucoup plus complexe, par exemple, que le virus JC qui fait la leucoencéphalopathie multifocale progressive que certains d'entre vous peut-être connaissent et qui, lui, qui est une complication de certains traitements de sclérose en plaques, mais qui est un virus beaucoup plus simple. Virus Epstein-Barr, virus compliqué, oui. Je vais juste vous interrompre si vous pouvez le mettre en diaporama, votre écran, parce que là, on ne voit pas les slides. Votre PowerPoint en mode Là, c'est bon. diaporama. Voilà, parfait. OK, voilà. Bon, Merci. parfait. Bon, de toute façon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas montré grand-chose à part la page de titre et puis cette page-là. Donc voilà. Alors, en fait, si on parle aujourd'hui de ça, de ce sujet, c'est parce qu'il y a eu deux
articles très importants et surtout un qui ont été tous les deux publiés l'année dernière, en 2022, donc c'est très récent, l'un dans Science et l'autre dans Nature, donc les deux plus grands journaux de recherche qui existent au monde. Et le premier papier que je vais vous résumer ici, il est issu du groupe d'Askerio, Alberto Askerio, qui vous voyez est le senior author, ici le dernier auteur de cette équipe de recherche, qui en est pas son coup d'essai, et ça fait déjà depuis au moins 15-20 ans qu'il publie des papiers extrêmement intéressants sur le lien entre le virus Epstein-Barr et la sclérose en plaques. Mais disons que là, ce papier-ci, c'est un peu celui qui vient vraiment enfoncer le clou, et c'est pour ça qu'il a fait beaucoup de bruit. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, Askerio, c'est un épidémiologiste, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse aux causes des maladies, et il a la chance, il travaille à Boston, dans le Massachusetts aux États-Unis, à l'université de Harvard, et il a la chance d'avoir un accès très privilégié à la banque de sérum des recrues américaines. En fait, toute recrue qui entre dans l'armée américaine, en général autour de l'âge de 18-19 ans, va avoir une prise de sang. Et puis tous les 2 ans, ces recrues vont continuer à avoir des prises de sang. Et en fait, ça permet d'avoir évidemment des suivis longitudinaux de sang de millions de personnes. Et il a accès à tout ça. Et en fait, son idée, ça a été de se dire, je vais identifier quels sont les recrues qui sont devenus des soldats et qui, au cours de leur carrière militaire, ont développé une sclérose en plaques. Je rappelle que dans l'armée américaine, il y a des hommes et aussi des femmes. Et je vais voir si dans les échantillons de sang qui précèdent la survenue de leur sclérose en plaques, si je vois quelque chose qui se passe avec le virus Epstein-Barr. Et puis, pour que ma recherche soit solide, je vais comparer ces échantillons de sang de recrues qui ont développé une sclérose en plaques, voire des années après être entrés dans l'armée, mais qui continuent à avoir tous les 2 ans leur prise de sang. Et je vais comparer ces patients qu'on va appeler des cas à des contrôles. Et ces contrôles, c'est des sujets qui sont aussi dans l'armée américaine, qui sont du même sexe, même âge, même conditions, sociales, médicales, etc. Donc vraiment des excellents contrôles. Et pour chaque cas, il va prendre 3 contrôles. Donc au niveau épidémiologique, c'est une étude très solide, c'est ce qu'on appelle une étude cas contrôle. Et en fait, ce qu'il est allé regarder, c'est qu'il est allé regarder au moment du recrutement, il a identifié parmi les gens qui vont développer une sclérose en plaques, il est allé regarder ceux qui, au moment du recrutement, avaient une sérologie négative pour le virus Epstein-Barr. Ça veut dire que ces gens-là n'étaient pas infectés par le virus Epstein-Barr. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ à 20 ans, 90% de la population est infectée par le virus de Epstein-Barr. Donc, ce qui l'intéressait, lui, c'était de voir des gens qui ont développé une sclérose en plaques pendant qu'ils étaient à l'armée et voir ceux, s'il en existait, de ces patients, qui étaient négatifs pour le virus Epstein-Barr, donc qui n'étaient pas infectés au moment du recrutement. Et il en a trouvé 35 de gens qui ont fait une sclérose en plaques pendant qu'ils étaient à l'armée, 35 qui, au moment du recrutement, en moyenne, enfin plusieurs années avant, avaient une sérologie pour Epstein-Barr négative. Et 34 sur 35 de ces gens qui ont développé une sclérose en plaques au cours de l'armée sont devenus Epstein-Barr positifs, donc ils ont été infectés par le virus en moyenne 5 ans avant le début de la sclérose en plaques. Donc c'est ce qu'on voit en vert ici, en vert. On se concentre pour l'instant sur le vert, c'est les patients sclérose en plaques. Vous voyez au recrutement, c'est first, ils sont négatifs, vous voyez c'est 0, ils n'ont pas de virus Epstein-Barr. Et puis on va suivre ces patients, et puis là vous voyez que le patient il n'a pas encore la sclérose en plaques, mais il devient Epstein-Barr positif, là-haut. Et puis ensuite, 2 ans plus tard, il y a pratiquement 100%, donc 34 sur 35 qui sont positifs pour le virus Epstein-Barr, puis arrive la CEP, la sclérose en plaques, première poussée clinique. Et en fait, le délai entre
le moment où ils deviennent positifs pour Epstein-Barr en moyenne chez ces patients et le moment où ils font la première poussée, c'est environ 5 ans. Bon, donc déjà, rien que là-dessus, on voit que tous ceux, pratiquement tous ceux, parce que le 35e, on pense en fait c'était une erreur de labo. Donc on va dire tous ceux qui vont développer une sclérose en plaques doivent devenir Epstein-Barr positifs dans les années qui précèdent. Aucun de ceux, tous ceux qui étaient Epstein-Barr négatifs au moment d'entrer au recrutement et qui font une sclérose en plaques, tous sont devenus Epstein-Barr positifs environ 5 ans avant la sclérose en plaques. Alors après, il a pris les contrôles, je vous disais, il a pris plein de contrôles qui étaient exactement les mêmes caractéristiques que ces sujets sclérose en plaques, sauf qu'ils n'avaient pas la sclérose en plaques. Et parmi tous ces contrôles, il a cherché tous ceux qui étaient Epstein-Barr négatifs au recrutement. Et vous voyez qu'au cours de la même période, excusez-moi, je vais juste mettre mon téléphone plus doucement, au cours de la même période, eh bien, il y en a qui sont devenus positifs aussi. Mais au bout de la période qui consiste de plusieurs années, eh bien, vous voyez que dans les contrôles en bleu, à la fin de la même période, là où tout le monde, les 100% sont positifs pour la sclérose en plaques, ceux qui ne vont pas développer de sclérose en plaques, il y en a moins de 60% qui sont Epstein-Barr positifs. Alors, vous allez vous dire, peut-être c'est pas spectaculaire. En fait, c'est énorme parce qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence entre le moment, aucune raison qu'il y ait une différence de prévalence de la sérologie positive pour sclérose en plaques entre ceux qui ont une sclérose en plaques et ceux qui n'ont pas de sclérose en plaques. S'il y a une différence, et cette différence, elle est extrêmement statistiquement significative, s'il y a une différence, c'est que c'est lié à la sclérose en plaques. Ou dans d'autres termes, pour avoir une sclérose en plaques, vous êtes obligé de développer, d'avoir une sérologie positive pour Epstein-Barr dans les années qui précèdent. Et en fait, une autre manière de le dire, c'est que Epstein-Barr est une condition nécessaire, mais non suffisante, certes, mais nécessaire pour développer la sclérose en plaques. Voilà. Et en fait, il a évidemment, on pourrait se dire, mais peut-être que ce sera la même chose avec d'autres virus. Donc, il a pris les patients sclérose en plaques en vert, les patients contrôle, enfin les sujets contrôle en bleu, puis il a regardé les sérologies pour un virus, aussi un virus du groupe herpès, cousin d'Epstein-Barr, qui s'appelle CMV ou cytomégalovirus. Et vous voyez que là, entre ceux qui développent une sclérose en plaques et ceux qui n'en développent pas, il n'y a aucune différence. Donc, ça montre que ce qu'on voit pour le virus Epstein-Barr est spécifique à Epstein-Barr et non pas un phénomène généralisé qu'on pourrait voir pour n'importe quel virus. Et en fait, sur la base des études statistiques dont je vous épargne les détails, eh bien, on peut conclure sur cette base-là que le risque de faire une sclérose en plaques augmente de 32 fois si on est infecté par Epstein-Barr par rapport à si on n'est pas infecté. Et en fait, l'infection, le fait de développer une sclérose en plaques en restant Epstein-Barr négatif, on n'est même pas sûr que ça existe vraiment. Les très, 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 très rares cas qu'il y a, on se demande si ce n'est pas des erreurs de labo. Donc, c'est au minimum 32 fois d'augmentation de risque de faire une sclérose en plaques en étant Epstein-Barr positif par rapport à Epstein-Barr négatif. Pour comparaison, vous savez qu'il y a un composant génétique aussi dans la sclérose en plaques et on parle souvent du HLA-DR15 qui est le marqueur, le risque génétique, le gène, si vous voulez, qui est associé au plus haut risque de faire une sclérose en plaques. Le fait d'avoir ce gène confère un risque de 4,5 fois d'augmentation de faire une sclérose en plaques, donc 4,5 fois à comparer aux 32 fois liés au virus Epstein-Barr. Après, ce qui est aussi assez impressionnant dans cette étude, c'est que là encore, il a regardé toujours dans ces échantillons de sang avant la survenue de sclérose en plaques. La survenue de sclérose en plaques, si vous voulez, là, dans le schéma B, elle survient à droite des deux petites étoiles. Hein, elle surviendrait par ici. Eh bien, il montre que chez ces gens qui vont développer une sclérose en plaques, pour l'instant, ils ne l'ont pas encore, mais ils sont devenus Epstein-Barr positifs. Et qu'est-ce qui se passe des années avant? On voit que le taux de neurofilament, NFL, hein, c'est neurofilament, c'est un marqueur du fait que les neurones sont abîmés, un marqueur de dommage axonal, comme on dit dans le jargon, mais donc un marqueur du fait que les cellules nerveuses sont abîmées. Ce marqueur commence à augmenter
après l'infection Epstein-Barr, mais déjà avant la survenue de la sclérose en plaques. Là encore, c'est un élément assez important pour penser qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau à la suite de l'infection Epstein-Barr de ces patients. Et puis, il a aussi dosé ces taux de neurofilaments, donc de marqueurs de dommages cérébraux, chez les sujets contrôle, ici en bleu, et vous voyez qu'il n'y a aucune augmentation, même chez ceux qui deviennent Epstein-Barr positifs. Donc, cette augmentation des neurofilaments n'est pas liée, n'est pas chez tout le monde, elle est seulement chez ceux qui sont Epstein-Barr positifs et qui vont développer une sclérose en plaques. Donc, si j'essaye de récapituler cette étude, ça montre que pour développer une sclérose en plaques, il faut être infecté par le virus Epstein-Barr. En revanche, et ça c'est capital, et je pense qu'on va avoir l'occasion d'y revenir souvent pendant la discussion, en revanche, toutes les personnes qui sont affectées par Epstein-Barr ne vont pas développer une sclérose en plaques. En fait, c'est une toute petite minorité des gens qui sont infectés par Epstein-Barr qui vont développer une sclérose en plaques. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Si on n'est pas infecté, on ne fait pas de sclérose en plaques. Si on est infecté, on a une toute petite chance, un tout petit risque de faire une sclérose en plaques, mais cette sclérose en plaques, on ne peut pas la faire si on n'est pas infecté. Voilà. Bien, donc, en fait, cette recherche qui est venue, alors finalement, ça a fait un buzz pas possible. On a beaucoup parlé de ce papier, il y a eu on en a parlé dans les journaux, à la télévision, mais en fait, il avait déjà montré tout ça des années auparavant, simplement sur un peu moins de monde, mais il avait déjà fait un papier dans Annals of Neurology en 2010, à Askerio, exactement le même principe, simplement il y avait une quinzaine de patients au lieu d'en avoir 35. Et déjà à l'époque, j'avais été extrêmement impressionné par ce papier et j'en parlais souvent dans mes talks en suscitant un intérêt poli. Mais quand c'est sorti, parce que c'est sorti dans Science, parce qu'il y avait aussi les neurofilaments, tout à coup, ça a fait le buzz. C'est d'ailleurs un phénomène absolument fascinant en science, parce que ça fait des années qu'il y avait des chercheurs qui disaient, mais Epstein-Barr joue un rôle. Mais voilà, c'est comme ça. En recherche, on est aussi assez conventionnel, comme tout le monde, et des choses pour changer son état d'esprit, puis se dire que, ah bah, il y a peut-être quelque chose qui se passe, y compris chez les chercheurs, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, en fait, dans les années qui précédaient, vous voyez ici, c'est un article de 2011 du même groupe, de nouveau le groupe d'Askerio, en fait, toujours chez ces recrues américaines, donc c'est un excellent sujet d'étude, avec des contrôles, il montre que plus le taux d'anticorps contre Epstein-Barr, certains anticorps qui s'appellent EBNA1, augmente, plus le risque, ici dans l'axe des Y, plus le risque de faire de la sclérose en plaques augmente. Donc là, cette fois, c'est lié au degré d'infection. Plus il y a d'anticorps contre Epstein-Barr, donc plus l'infection est forte, plus le risque de faire une sclérose en plaques augmente. Et en 2000, vous voyez, ça date pas d'hier, hein, cet article date de 2010. En 2010, eh bien déjà là, il y avait eu ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, c'est un papier qui récapitule, qui synthétise tous les papiers qui ont été publiés auparavant, démontrant ou pas un risque de faire une sclérose en plaques après une mononucléose infectieuse. Alors là, vous savez que le virus Epstein-Barr, c'est aussi le virus qu'on appelle le virus de la maladie du baiser et kissing disease en anglais. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ce virus, il infecte la plupart des gens comme bébés. Et puis, il y a un certain pourcentage de personnes qui restent Epstein-Barr négatives pendant toute l'enfance et puis qui l'attrapent volontiers à l'adolescence, justement, souvent lors des premiers baisers, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Et puis, quand il se transmet à l'adolescence, il fait volontiers une infection qui va être beaucoup plus symptomatique que lorsqu'on est bébé. Quand il se transmet à l'adolescence, il fait ce qu'on appelle une mononucléose infectieuse qui se caractérise par une sorte de grosse angine avec une énorme fatigue. Et les gens qui attrapent le virus Epstein-Barr comme adolescents, au moment d'une mononucléose infectieuse, sont un peu plus à risque de faire une sclérose en plaques que ceux qui ont le virus Epstein-Barr comme depuis tout bébé et sont évidemment beaucoup plus à risque que ceux qui sont Epstein-Barr négatifs. Mais là encore, la plupart des gens qui font une mononucléose infectieuse ne vont pas faire de sclérose en plaques.
Mais là, dans ce papier, dans cette méta-analyse, en fait, les auteurs ont regardé, ils ont compilé, si vous voulez, tous les articles qui, jusqu'en 2010, avaient étudié le rapport entre mononucléose infectieuse et risque de faire une sclérose en plaques. Et vous voyez qu'en récapitulant tout ça, avec un P statistique extrêmement statistiquement significatif, 10 puissance moins 54, ça veut dire 0,0001, bref, ça veut dire que le risque que cette trouvaille soit due au hasard est infiniment petit, donc c'est vraiment significatif, et vous voyez qu'il trouve que le risque de faire une sclérose en plaques, si on a le fait d'avoir une mononucléose infectieuse confère un risque de 2,17 fois plus élevé de faire une sclérose en plaques que si on a eu le virus Epstein-Barr depuis tout bébé. Voilà, donc ça aussi, tout ça, c'était une série d'articles qui était déjà sortis il y a maintenant plus de 12 ans et qui était déjà très convaincant. Voilà, et il y en a encore eu plein de ces papiers-là, il y a eu plein de ces papiers épidémiologiques qui se sont accumulés et qui ont un peu abouti à ce papier dans Science qui, là, je dois dire, est relativement peu controversé. Je vois que quelqu'un a levé la main, je ne sais pas s'il faut que je réponde maintenant ou si on attend la fin. On attend la fin. On attend la fin, d'accord, très bien. Donc plutôt écrivez vos questions dans le chat et puis on aura tout à fait le temps de répondre aux questions. J'ai pas prévu une présentation trop longue, j'essaye d'être clair, de vous donner quelques exemples, mais après on a tout le temps d'y revenir. Voilà, donc on a vu la première partie, c'est le lien assez indéniable entre Epstein-Barr et sclérose en plaques. Maintenant, la deuxième question, c'est OK, mais alors comment ça marche? Si Epstein-Barr joue un rôle dans la sclérose en plaques, par quel mécanisme il le fait? Alors, ce qu'il faut dire en préambule, c'est que c'est une recherche extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un scepticisme des chercheurs. Si je vous ai dit qu'il y a déjà depuis 2010 des gens qui avaient montré de manière assez convaincante qu'Epstein-Barr était lié à la sclérose en plaques, mais beaucoup de chercheurs de la sclérose en plaques disaient oui, bon, c'est bon, circuler, il n'y a rien à voir. Et en fait, pourquoi ils disaient ça? On ne peut pas leur donner tort. C'est que dans la sclérose en plaques, entre virus et sclérose en plaques, on a beaucoup crié au loup, comme on dit. Ça fait des années et des années qu'on suspecte qu'un virus pourrait jouer un rôle dans la sclérose en plaques, mais on a impliqué le virus de la rougeole, le virus de l'herpès, du varicella zoster. On a impliqué toutes sortes de virus, mais on n'a jamais démontré quelque chose de convaincant, hormis pour Epstein-Barr. Mais donc, c'est vrai qu'on peut comprendre que beaucoup de chercheurs disaient, bon, écoutez, avec votre cause virale, vous nous fatiguez, et ça n'a rien à voir. Bon, donc il y avait ce scepticisme qui fait que la recherche n'était pas forcément toujours simple. Ensuite, une chose aussi qui est importante, c'est que, comme vous le savez probablement, le modèle animal qu'on utilise énormément pour la sclérose en plaques, c'est le modèle de ce qu'on appelle de l'EAE, l'encéphalomyélite aiguë expérimentale, qui est donc, transmettre une maladie qui ressemble beaucoup à la sclérose en plaques à des souris. Et puis, c'est grâce à ce modèle animal qu'on a fait énormément de progrès dans la compréhension sur la sclérose en plaques. Ça, il n'y a pas de discussion, ça a été extrêmement utile. Mais bon, ce n'est pas un bon modèle pour étudier l'éventuel rôle d'Epstein-Barr dans la sclérose en plaques parce que l'Epstein-Barr n'infecte pas les souris. Donc, évidemment, on ne peut pas étudier cette hypothèse. Donc, tous les chercheurs qui font de la souris, si je puis dire, ils ne vont pas pouvoir s'intéresser à Epstein-Barr. Alors après, si on veut, puisqu'Epstein-Barr n'infecte que les hommes, il faut s'intéresser aux hommes. Et faire de la recherche chez les humains, c'est plus compliqué. Évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir des plaques de sclérose en plaques, de regarder ce qui se passe. Mais les plaques, elles sont dans le cerveau et on ne fait pas de biopsie du cerveau à but de recherche. C'est évident. Donc, en fait, on n'a pas accès à cet organe pour comprendre ce qui se passe. On y a accès dans les autopsies, on y a accès parfois, rarement, dans certaines biopsies qui sont faites chez les patients dont on n'est pas sûr que c'est une sclérose en plaques, puis il faut faire une biopsie cérébrale pour voir ce qui se passe. Mais c'est des cas très rares et évidemment, c'est une recherche compliquée. Donc ça aussi pour expliquer pourquoi c'est une recherche difficile. Alors, en résumé, je simplifie, mais en gros, il y a deux grands mécanismes postulés selon lesquels Epstein-Barr pourrait jouer un rôle déclencheur dans la sclérose en plaques. Epstein-Barr, c'est ce virus en bleu que vous voyez à gauche.
La première hypothèse, c'est qu'il va être reconnu par des anticorps et par des lymphocytes T, donc les cellules qui défendent le corps. Ces anticorps, ces lymphocytes T vont reconnaître le virus Epstein-Barr pour le neutraliser, comme dans n'importe quelle infection virale. Mais chez certains patients, ceux qui ont un profil génétique particulier, le HLA-DR15 dont je parlais tout à l'heure, qui peut-être en plus ont un manque de vitamine D, qui en plus fument, etc. Donc une succession de facteurs additionnels cumulés. Chez ces gens-là, la réponse immunitaire contre le virus va déraper et puis elle va venir s'intéresser aussi, si je puis dire, aux cellules du cerveau. Et puis ces anticorps et ces globules blancs vont prendre des cellules du cerveau pour le virus et puis vont venir l'attaquer. Et ce serait par un phénomène encore une fois, de dérapage qu'on appelle mimétisme moléculaire. Donc en fait, la réponse immunitaire contre le virus, au lieu de se cantonner au virus, cet anticorps qui vient attaquer le virus, eh bien, il va attaquer aussi des cellules du cerveau parce qu'il prend ça pour le virus. Donc ça, c'est le phénomène de mimétisme moléculaire. Et puis l'autre hypothèse, c'est qu'en fait, le virus Epstein-Barr, chez certaines personnes, peut-être parce qu'il n'est pas assez bien contrôlé par l'immunité, justement. Donc, au contraire, là, les anticorps, les globules blancs n'arriveraient pas assez bien à le contenir, donc il s'échappe. Et puis, il va se localiser dans l'enveloppe du cerveau qu'on appelle les méninges. Et puis, de là, les cellules inflammatoires vont venir, elles vont essayer de l'expulser, elles n'arrivent pas, donc ça fait de l'inflammation, elles se battent contre ce virus, mais tout ça un petit peu à bas bruit. Et puis, toute cette inflammation, déclenchée par le fait que le virus est venu se nicher dans les méninges, toute cette inflammation va libérer des facteurs inflammatoires, des cytokines, etc., qui elles-mêmes seraient responsables de la sclérose en plaques. Voilà en fait les deux grandes hypothèses qu'on a postulées. Après, il y en a d'autres hypothèses, il y a d'autres mécanismes possibles, mais qui sont un peu plus exotiques ou un peu moins, ou sur lesquels il y a eu un peu moins de recherche. Donc je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais c'est clair qu'il y a maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, il y a énormément de recherche qui se fait et c'est vraiment important, comme je vais y revenir ensuite, mais c'est important d'essayer de comprendre quels sont les mécanismes pour ensuite pouvoir proposer un bon traitement. Alors voilà, ça c'est une figure qui est tirée du papier qui a fait énormément de bruit, publié par le groupe de Francesca Aloisi à Rome en 2007, où elle a montré en fait ces dépôts de cellules dans les méninges dont je parlais. Donc elle est plutôt dans l'hypothèse, le virus se met dans les méninges et puis c'est là qu'il orchestre la réponse inflammatoire. Et puis elle a vraiment montré ça dans ce papier de manière assez impressionnante. Et voilà, ça c'est une des figures qui est tirée de ce papier. Le problème, c'est qu'en fait, par la suite, évidemment, quand elle a montré ça, c'est elle, Serafini, il y en a un autre qui a trouvé un peu la même chose en 2012 en neurologie, mais il y a d'autres auteurs qui ont essayé de répliquer ces résultats, qui ont trouvé extrêmement peu de virus dans le cerveau, donc c'était vraiment infinitésimal, c'est ces auteurs-ci, et puis il y en a qui ne l'ont pas trouvé du tout, et tous, c'était des neuropathologues. Donc en fait, la conclusion, c'est que c'est resté une hypothèse un peu, en tout cas pour le moins controversée, sans démonstration claire. Après, évidemment, il y a des problèmes techniques, c'est que les gens n'avaient pas forcément exactement la même qualité de matériel, ils n'avaient pas les mêmes techniques pour mettre Epstein-Barr en évidence, etc., etc. Et puis alors l'autre mécanisme, c'est le mimétisme moléculaire, ce que j'appelle le dérapage. Vous vous souvenez, donc par exemple un anticorps qui reconnaît le virus, mais qui malencontreusement va aussi reconnaître une cellule du cerveau croyant que c'est le virus, et puis du coup attaquer le cerveau et causer la sclérose en plaques. Et puis là encore, il y a une publication extrêmement importante qui est parue dans Nature en 2022, donc tout récemment, il y a moins d'une année, et qui montre en fait que des cellules B, qui sont les cellules qui vont produire les anticorps, chez les patients sclérose en plaques, elles peuvent se lier à EBNA1, qui est une des protéines du virus Epstein-Barr, mais elles peuvent se lier tout aussi bien à GlialCAM, ici. GlialCAM, c'est une protéine de cellules du cerveau. Donc là, de manière très convaincante, ces auteurs ont démontré qu'effectivement, le phénomène de mimétisme moléculaire, il existait. Après, est-ce qu'il est
significatif chez tout le monde? Est-ce qu'il suffit à expliquer la sclérose en plaques? Ça, on ne peut pas le dire. Mais en tout cas, on peut dire que chez des patients qu'ils ont étudiés, ils arrivaient à mettre en évidence ce phénomène. Puis en fait, nous, comme je vous ai dit, moi, ça fait des années aussi que je m'intéresse au virus Epstein-Barr, parce que ça fait des années que je suis assez convaincu qu'il joue un rôle. Mais nous, notre approche, c'était plutôt de regarder si les lymphocytes CD8, qui sont les lymphocytes CD8, si vous voulez, c'est un peu comme des anticorps, mais ce n'est pas les anticorps, c'est des globules blancs. C'est des globules blancs spécialisés dans la lutte contre le virus. Et le raisonnement qu'on avait fait au laboratoire, c'est de se dire, si Epstein-Barr joue un rôle dans la sclérose en plaques, alors les lymphocytes CD8, qui sont vraiment les spécialistes de la lutte antivirale, on devrait voir quelque chose. Si on regarde ce qui se passe dans ces lymphocytes CD8, on devrait voir quelque chose de différent contre Epstein-Barr chez les patients qui ont une sclérose en plaques versus les lymphocytes CD8 contre Epstein-Barr chez les gens qui n'ont pas la sclérose en plaques. Puis on a fait ça pour Epstein-Barr, pour le cytomégalovirus. Et puis pour résumer plusieurs années de recherche, on a effectivement trouvé qu'il y avait une réponse particulière chez les patients sclérose en plaques de leur lymphocyte CD8 contre le virus Epstein-Barr, soit dans le sang, soit encore plus dans le liquide céphalorachidien. Donc, c'était le mieux qu'on pouvait faire. On ne pouvait pas aller dans le cerveau, mais vraiment suggérant donc là aussi qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'immunité de ces patients sclérose en plaques, médiés par les lymphocytes CD8 contre Epstein-Barr. Voilà, donc c'est les différents papiers qui nous ont occupés plusieurs années. Et donc, on s'est demandé, mais finalement, est-ce que ces lymphocytes CD8 qui reconnaissent Epstein-Barr, c'est juste un épiphénomène, ou est-ce qu'ils jouent un rôle dans la pathologie de la sclérose en plaques? Et en fait, ce qui me frustrait, c'est que on avait montré que ces CD8 contre Epstein-Barr jouent un rôle, enfin, ils sont dérégulés, mais on ne savait pas ce qu'ils font. Et une des hypothèses, c'était de se dire, ben, chez les patients sclérose en plaques, ces lymphocytes CD8 qui reconnaissent Epstein-Barr, eux aussi, comme les anticorps, eux aussi, ils dérapent et ils vont reconnaître des cellules du cerveau. Et c'est ça qu'on a voulu étudier dans le laboratoire, mais pour étudier ça, il fallait avoir du cerveau. Puis comme je vous ai expliqué, on ne peut pas avoir du cerveau parce qu'on n'en a pas accès, parce qu'il y a extrêmement peu de cerveau de patients sclérose en plaques, et c'est tant mieux, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire des biopsies pour poser des diagnostics. Mais du coup, comment faire? Je vous ai dit aussi que la souris, ce n'est pas un bon modèle, puisqu'elle ne peut pas être infectée par Epstein-Barr, donc on ne peut pas étudier cette hypothèse chez la souris. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce que Yamanaka, qui est un chercheur japonais, a décrit en 2007 et pour lequel il a reçu le prix Nobel en 2012, donc peu d'années après, c'est la possibilité à partir de cellules d'un sujet adulte, la possibilité de reprogrammer ces cellules, ce qu'on appelle reprogramming, reprogrammer en cellules souches comme des cellules de l'embryon au tout début, ce qu'on appelle des cellules souches, et depuis ces cellules souches, les différencier en cellules du cerveau. Et c'est ce qu'on fait dans le laboratoire actuellement. Et en fait, grâce au fait qu'on peut différencier des cellules neurones, astrocytes, oligodendrocytes, etc., de patients sclérose en plaques, on a maintenant vraiment des cellules. C'est comme si on recrée des cellules de son cerveau et on peut mettre ces cellules de son cerveau en contact avec les lymphocytes CD8 de ce patient sclérose en plaques et voir si il y a une reconnaissance de ces lymphocytes CD8 des cellules du cerveau. Voilà, donc c'est là aussi une recherche qui se fait depuis plusieurs années et vous pensez bien que les papiers qui sont sortis en 2022, soit d'Askerio, soit de Lanz dans Nature, m'ont fait plaisir parce que c'était aussi une sorte de... Je me suis dit, bon ben voilà, on ne fait pas fausse route, on fait effectivement une recherche qui fait du sens. Et le but n'est pas de parler de ma recherche aujourd'hui, c'était juste pour vous donner un peu un aperçu, mais juste vous dire quand même qu'on a des résultats plutôt prometteurs. Voilà. Donc maintenant, la question, c'est, et j'en arrive à la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait? On a, montré qu'il y a une association entre, enfin, que le virus Epstein-Barr est une condition nécessaire, mais non suffisante pour développer une sclérose en plaques. 2, on a regardé les différentes hypothèses de mécanismes, comment Epstein-Barr pourrait causer cette sclérose en plaques. 3, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on fait un vaccin? Bon, d'abord, il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin qui existe contre Epstein-Barr. Lorsque les articles sont sortis en 2022, Moderna, que vous connaissez bien pour son rôle contre un autre virus, le Covid, eh bien Moderna a dit tout de suite « Ah, mais nous, on a un virus pour Epstein-Barr. » On va voir, c'est une bonne nouvelle.
si c'est vrai, parce qu'effectivement, ce serait vraiment un pas majeur. Mais le virus Epstein-Barr, comme je vous l'ai dit au début, c'est un virus très gros, puis très compliqué, pas forcément très facile de faire un vaccin, on verra. Et puis surtout, c'est qui vacciner. Je vous ai dit que le vaccin, le virus, il infecte à peu près 90% de la population, donc on va pas. Est-ce qu'on veut vraiment vacciner toute la population pour éviter une toute petite minorité de ces gens qui vont développer une sclérose en plaques? En termes de santé publique, c'est probablement un peu compliqué à discuter. Est-ce qu'on se focaliserait chez les enfants qui ont des parents qui ont une sclérose en plaques, donc ceux qui sont un peu plus à risque? Et puis aussi, surtout, est-ce que c'est le bon moyen de vacciner? Parce que quand je vous parle du phénomène de mimétisme moléculaire, si vraiment il y a un anticorps ou un lymphocyte CD8 qui dérape quand il reconnaît le virus Epstein-Barr, puis il se met à déraper puis à reconnaître les cellules du cerveau, qui nous dit que ce ne serait pas la même chose avec le vaccin? Donc, attention, vaccin, c'est peut-être une bonne solution, mais pour répondre à cette question, il faut continuer un peu de la recherche au labo pour essayer vraiment de comprendre le mécanisme. Et si le mécanisme, c'est vraiment un mécanisme de mimétisme moléculaire, à ce moment-là, il faudra faire un peu attention comment on design le vaccin. Une autre possibilité, c'est un médicament antiviral. Ben, là aussi, il n'existe pas de traitement spécifique anti-virus Epstein-Barr. Il y a des traitements, par exemple, vous savez, le Valtrex, ou l'aciclovir, le Zovirax, ce sont des traitements pour l'herpès 1, qui est celui qui fait le bouton de fièvre, qui est un cousin de Epstein-Barr, mais ces médicaments-ci, ils ne marchent pas bien sur Epstein-Barr. Donc là aussi, il y a de la place pour la recherche pour essayer de trouver un traitement contre le virus Epstein-Barr. Mais bon, est-ce qu'on arriverait comme la pluie après les vendanges? Si on a un patient qui développe une sclérose en plaques puis qu'on se met à tuer son virus Epstein-Barr, est-ce que ça sert encore à quelque chose? À voir. Donc, tout ça, c'est des études qu'il faut faire, mais je suis convaincu qu'il va y avoir maintenant beaucoup de recherches là-dessus et de la bonne recherche vu les publications très convaincantes qu'on a eues l'année dernière. Voilà, donc en conclusion, je dirais que les données de 2022, ces deux papiers que je vous ai montrés, avec l'ensemble du corpus de recherche qui a été fait déjà depuis des années, ça va relancer encore plus la recherche sur Epstein-Barr et sclérose en plaques. Ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes et puis du coup, ça va nous dire peut-être qu'on va aboutir à des résultats qui nous permettent d'envisager à l'avenir une sorte de vaccin contre la sclérose en plaques ou de prophylaxie de la sclérose en plaques. Je pense qu'on n'est plus tout à fait dans la science-fiction. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je réponds maintenant très volontiers à toutes les questions que vous pouvez avoir. Merci beaucoup pour cette présentation. Je trouve qu'elle est bien complète. On a quelques questions et puis je vais laisser Amélie continuer. Je vais juste reprendre le contrôle de l'écran. Alors, une question par rapport au vaccin. Non, pardon. Est-ce que des enfants d'une personne atteinte de CEP devraient se faire tester, chercher la sérologie de l'Epstein-Barr? Oui. Alors, pour l'instant, non, parce qu'on n'a pas de moyens d'action particuliers. En admettant qu'on voit que l'enfant il est Epstein-Barr négatif. D'abord, il a toutes les chances d'être déjà Epstein-Barr positif depuis qu'il est bébé. Bon, mais en admettant qu'on teste l'enfant puis qu'il soit Epstein-Barr négatif, on ne va pas le mettre sous bulle pour éviter qu'il soit infecté. On ne va pas le mettre sous bulle. À la limite, au contraire, autant qu'il soit infecté rapidement par le virus Epstein-Barr. Et s'il l'est, même dans le contexte d'une mononucléose infectieuse, le risque qu'il fasse une sclérose en plaques, il reste très faible. Je rappelle que le risque de sclérose en plaques dans la population en général, c'est à peu près une personne sur 1000. Le risque de faire une sclérose en plaques chez un enfant qui a un de ses deux parents qui est affecté de sclérose en plaques, le risque, il est en gros d'1 sur 100. Donc oui, il est un peu plus fréquent que 1 sur 1000, c'est 1 sur 100, mais ça veut quand même dire que 99% des enfants qui ont un parent sclérose en plaques ne vont pas faire de sclérose en plaques. Et pour l'instant, on n'a pas de stratégie suffisamment élaborée pour pouvoir nous dire, voilà, je vais faire la sérologie, puis ça me permet de faire ci ou ça. Si par contre, le jour où on a un vaccin, puis le jour où on démontre que le vaccin est utile, on est dans le même cas de figure. Alors là, oui, ça vaut la peine de tester la sérologie de l'enfant,
qui a un parent sclérose en plaques. Puis si cet enfant est négatif pour Epstein-Barr, il n'a pas encore été infecté, alors là, oui, on lui ferait le vaccin. Là, je pense que ça pourrait valoir la peine, pour autant que le phénomène de mimétisme moléculaire ne soit pas à l'œuvre. Merci. Est-ce que c'est possible d'être contaminé par le virus Epstein-Barr en étant asymptomatique? Alors, complètement. Hein. Je vous ai dit, les bébés, ils font l'infection. On ne sait même pas comment ils font l'infection. Un jour, ils sont Epstein-Barr positifs, puis on s'est rendu compte de rien. Peut-être qu'ils ont eu un petit rhume, peut-être qu'ils ont pleuré une fois parce qu'ils n'étaient pas très bien dans leur peau. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ce n'est pas associé à On peut considérer que l'infection est asymptomatique dans l'immense majorité des cas. Et même chez les adolescents, où ça fait plus volontiers une mononucléose infectieuse, on peut quand même être infecté de manière asymptomatique. Effectivement, dans les 35 recrues qui étaient Epstein-Barr négatifs puis qui sont devenus positifs contre une sclérose en plaques, beaucoup d'entre eux n'avaient pas forcément fait une grosse mononucléose infectieuse. Donc la réponse en cours, oui, elle est oui. D'accord. Merci bien. Peut-on enlever le virus Epstein-Barr de notre corps? Donc non, Ouais. la réponse pour l'instant, c'est non, on ne peut pas l'enlever de notre corps. Pour ça, il faudrait un médicament antiviral extrêmement efficace et extrêmement puissant, et il n'existe pas. Donc non, le virus, une fois qu'il est là, alors, notre immunité, elle le contient. Hein. Chez l'immense majorité des gens qui ont été infectés par Epstein-Barr, ils ont une immunité, des anticorps, des lymphocytes, des globules blancs, etc., qui vont contenir le virus et l'empêcher. Ils vont l'empêcher de s'échapper des globules blancs dans lesquels il végète à l'état latent, et puis il ne va jamais plus poser de problème. Ça, c'est le cas de l'immense majorité des gens. Mais fondamentalement, il n'a pas complètement disparu. Il est caché et inoffensif. Et est-ce qu'il serait recommandé de faire une greffe de cellules souches en ayant la CEP si on Alors, suit les conclusions donc la greffe de cellules souches, c'est un très bon traitement de la sclérose en plaques très active. Hein. Vous savez, il y a un programme en Suisse maintenant, à Zurich, qui va probablement s'élargir à d'autres centres bientôt, qui consiste effectivement, chez les patients, encore une fois, qui ont une CEP très active, à leur greffer des cellules souches autologues, et ça marche très bien. Alors maintenant, est-ce que ça marche très bien par un effet Epstein-Barr? Disons, on peut imaginer que si un des problèmes de la sclérose en plaques c'est dû à ce phénomène de mimétisme moléculaire avec Epstein-Barr, le fait de faire une greffe de cellules souches, de faire un sort de reset, une remise à zéro, ça pourrait expliquer pourquoi cette greffe de cellules souches est utile. C'est pas impossible. Très bien. Est-ce que ça permettrait de remyéliniser, une remyélinisation? Alors, les traitements, alors, si c'est lié à la greffe de cellules souches, elle permet de diminuer énormément l'inflammation. C'est pas un traitement, il n'y a aucun traitement dans la sclérose en plaques, y compris la greffe de cellules souches, qui permet de remyéliniser actuellement. Ça permet de stopper la démyélinisation, ça permet de stopper la progression. Puis une fois qu'on a stoppé la progression puis qu'il n'y a plus d'inflammation, de manière naturelle, il y a une certaine remyélinisation qui se fait. Mais ce n'est pas un médicament qui est spécifique pour la remyélinisation. Il y a des traitements qui ont été essayés. Pour l'instant, leurs résultats n'ont pas été vraiment très satisfaisants, mais c'est en cours. Est-ce qu'on retrouve une incidence géographique par rapport à l'infection à l'Epstein-Barr au niveau, j'imagine, mondial Alors, c'est une bonne question. En fait, bon, c'est un virus qui existe partout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand vous vivez dans les tropiques, à l'équateur, dans des conditions peut-être d'hygiène et dans des conditions d'hygiène qui ne sont pas les conditions d'hygiène d'ici, avec des mauvaises conditions d'hygiène, vous attrapez le virus. C'est garanti que vous l'attrapez comme bébé, et tandis que et vous ne faites pas de mononucléose infectieuse, parce que là, tout le monde l'attrape comme bébé. Et il y a moins de sclérose en plaques dans ces pays. Alors qu'en Europe,
dans les pays développés, comme on dit, eh bien, il y a beaucoup plus de gens qui font des mononucléoses infectieuses, et il y a aussi beaucoup plus de CEP. Donc, une des hypothèses, c'est de dire qu'en fait, dans les pays occidentaux où les enfants vivent de manière très privilégiée, en étant peu dehors, en étant peu en contact avec la saleté, en étant peu dans les cours de ferme, ils vont être très préservés des germes. C'est pour ça qu'ils sont infectés par les germes plus tard. Mais le fait d'être infecté par le virus Epstein-Barr seulement à l'adolescence pourrait augmenter le risque, avec ces mononucléoses infectieuses, pourrait augmenter le risque de faire des scléroses en plaques. C'est une des hypothèses. Ok. Est-ce que, vu l'heure, je prends encore une, deux questions? Allez-y, allez-y. Ouais, Oui. ouais. Est-ce que ça ferait du sens, en étant malade de la CEP, d'aller faire une sérologie Epstein-Barr? Est-ce que ça aiderait au niveau de la recherche? Est-ce il y a besoin de monde Alors, qui participe à ces recherches? Alors, merci d'abord. Et puis, oui, ben nous, alors, donc tout ce que je vous ai parlé un petit peu de la recherche qu'on fait au laboratoire, par exemple, ben nous, on a fait beaucoup de recherches sur Epstein-Barr et sur l'immunité contre Epstein-Barr dans le sang, dans le liquide céphalorachidien de patients qui viennent à notre consultation, à qui on propose d'être enrôlés. Et puis, s'ils sont d'accord, on fait une prise de sang. Et s'ils ont une ponction, s'ils doivent avoir une ponction lombaire, on prend du liquide céphalorachidien pour regarder tout ça. Donc, oui, complètement. Est-ce que est-ce que c'est un virus qui peut se réactiver comme c'est le cas pour le cytomégalovirus? Est-ce qu'une une éventuelle réactivation pourrait être à l'origine de poussées? Oui, ça peut se réactiver dans certains cas lors de baisse de l'immunité très forte. Parce que le virus Epstein-Barr, c'est un virus compliqué. Il peut causer certains lymphomes ou bien des carcinomes du fond du nez chez les patients de Hong Kong, hein, le carcinome nasopharyngé de Hong Kong, par exemple, c'est lié à Epstein-Barr. Mais là, c'est dû effectivement au fait que l'immunité du patient n'est pas assez bonne et puis du coup, le virus il transforme les lymphocytes B en cellules tumorales. Ça a Mais été... c'est une Pardon. toute petite minorité des cas. Il y avait une question par rapport à la réactivation en lien avec le Covid. C'est un petit peu... Ça rejoint ce que vous venez de dire, j'imagine. Epstein s'est parfois réactivé chez certains Covidés. Donc les Ouais. Covidés, j'imagine. Oui, d'accord, oui. Y a-t-il un lien avec une activation des symptômes? Oui, 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 on a vu. Oui, alors on a vu toutes sortes de trucs avec le Covid. On a tout décrit. Mais effectivement, avec le Covid, on a vu des patients qui réactivaient d'autres maladies virales. C'est possible. Mhm. Est-ce qu'il y aurait d'autres liens entre l'Epstein-Barr et d'autres maladies comme la maladie de Crohn ou d'autres maladies auto-immunes? Alors, Est-ce que ça serait déjà... Epstein-Barr, il a été impliqué éventuellement dans le lupus érythémateux disséminé. Il a été impliqué, euh, voilà, surtout dans cette maladie. Mais je pense qu'il n'y a aucune maladie où les études ont été aussi poussées et méticuleuses que pour la sclérose en plaques. Bon, là, pas impossible, mais c'est moins bien établi. Très bien. Est-ce qu'il y aura un lien établi avec les différents types de sclérose en plaques ou... Ouais, alors, ouais, c'est une bonne question. C'est l'essentiel. Comme vous le savez, il y a plusieurs formes de sclérose en plaques. La plus fréquente, c'est la forme poussée-rémission et l'essentiel de la recherche, y compris celle qu'a dû faire Askerio. Mais ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas été vérifié, mais je peux imaginer que l'essentiel de ces patients avaient une sclérose en plaques de forme poussée-rémission. Et donc, je pense que les conclusions que je vous donne, c'est surtout pour la forme poussée-rémission. Je serais plus prudent pour la forme primaire progressive. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a une question en lien avec la varicelle et l'herpès? Est-ce qu'il y aurait des mécanismes similaires qu'avec l'Epstein-Barr qui pourraient Qui aussi pourrait se aussi, développer? Ouais. disons, euh, alors, par rapport au risque de sclérose en plaques, c'est démontré qu'avec Epstein-Barr, hein. Il y a eu Mhm. beaucoup d'études, justement, comme je vous en ai parlé dans ma présentation. Il y a eu des comparaisons qui ont été faites, par exemple, avec un autre virus de l'herpès qui s'appelle cytomégalovirus. Rien du tout. On a aussi regardé l'herpès qui fait le bouton de fièvre, etc. Rien du tout. C'est vraiment Epstein-Barr parmi le groupe des herpès, c'est Epstein-Barr qui est lié à la CEP. Très bien. Hmm. Alors, Alors, il y a un... Ouais.
Il y avait une question sur les vaccins. Est-ce qu'un vaccin comme hépatite B ou fièvre jaune peut réveiller Epstein-Barr? A priori pas, non. Pas à ma connaissance. C'est plutôt la baisse d'immunité qui va le réveiller, éventuellement. Et puis, il y avait... Est-ce que ça vaudrait le coup de détecter les lymphocytes CD8+? Ouais. Alors, pour l'instant, c'est de la recherche. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va faire. On ne va pas aller au labo Unilabs en leur disant, parce que c'est vraiment très spécifique, etc. Pour l'instant, pas. Mais c'est de la recherche, c'est du work in progress, comme on dit. Donc, mais si ça aboutit vraiment à quelque chose de très convaincant et que ben là, oui, peut-être. Mais pour l'instant pas. C'est vraiment uniquement certains groupes qui s'intéressent à ça, dont le mien. Je vois comment faire partie de la recherche. Voilà, ouais. Alors bon, je pense qu'une manière de faire, c'est de s'adresser à la Société suisse de sclérose en plaques. Vous pouvez orienter parce qu'il y a différents protocoles. Hein. Ça dépend aussi votre profil. Souvent, c'est un win-win. Hein. Par exemple, il y a des gens qui sont intéressés par la nutrition, puis il y a de la recherche qui se fait sur sclérose en plaques et nutrition. Il y a des gens qui sont intéressés par Epstein-Barr. Nous, on peut faire des choses au labo. Une approche, ça peut être de s'adresser à la Société suisse de sclérose en plaques. Il y a aussi tout un volet de recherche dont je n'ai pas du tout parlé ce soir, mais qui a été médiatisé dans le temps. C'est la recherche qui est faite par notre collègue Arseny Sokolov, qui lui s'intéresse plutôt aux jeux vidéo pour voir dans quelle mesure il pourrait aider à améliorer la cognition des patients qui ont une sclérose en plaques. Donc c'est une recherche complètement différente. Mais disons, en tout cas au CHUV, on est assez actif. On a plusieurs protocoles de recherche différents sur la sclérose en plaques et vous pouvez aussi m'envoyer un email et je peux orienter. Très bien. Il y avait une précision par rapport à une question, celle des Covidés. Donc, est-ce qu'il y aurait un lien avec... Donc, si l'Epstein-Barr est réactivé à cause du Covid, est-ce qu'il y aurait un lien avec l'apparition de symptômes de la sclérose en plaques? J'espère que cette fois, j'ai compris la question juste. Alors, je ne sais pas. Ce qu'on peut dire, c'est que chez un patient qui a une sclérose en plaques, le fait d'avoir une infection, que ce soit la grippe, le Covid, une infection bactérienne, une infection urinaire, une bronchite, etc., ça peut réactiver des symptômes de sclérose en plaques ou ça peut même déclencher une poussée. Ça, oui. Ça ne veut pas dire que ces différentes bactéries ou virus sont la cause de la sclérose en plaques, parce que c'est chez des patients qui sont déjà connus pour une sclérose en plaques, mais l'inflammation liée à l'infection va déclencher une poussée. Et le Covid fait partie ça s'est bien vu dans le Covid, effectivement, des patients sclérose en plaques qui avaient en plus un Covid, ben, ils étaient un peu plus à risque de faire une poussée. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Alors, il y avait encore une question. Le traitement Ocrevus cible-t-il particulièrement les lymphocytes CD8? Non, alors il cible essentiellement les lymphocytes CD20. Ceci dit, on vient de publier un papier qui va sortir, qui montre qu'effectivement, il aurait peut-être aussi un peu un rôle sur les lymphocytes CD8. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Ocrevus, quel que soit son mécanisme, c'est un très bon traitement. C'est un traitement qui marche vraiment bien dans la sclérose en plaques. Et by the way, j'ai peut-être pas été assez précis, mais je vous ai dit que le virus, il pouvait s'endormir, rester latent, puis se cacher dans les cellules. Et les cellules, typiquement, dans lesquelles il se cache, ce sont les lymphocytes CD20 et les lymphocytes B. Et les lymphocytes B, c'est ceux qui sont spécifiquement ciblés par l'Ocrevus, surtout. Donc, ça pourrait être aussi pourquoi l'Ocrevus marche si bien. Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là, vu qu'on a répondu à la majorité des questions. Et puis, s'il en reste, je te repasse la parole plutôt. Corinne. On vous entend pas. Oui, on t'entend toujours pas, Corinne. Voilà. Là, vous m'entendez? Oui.
Alors, parfait. Effectivement, s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à faire appel à la société CEP. Hein. Je vous donne justement le numéro de téléphone au 0844 737 463 en ce qui concerne l'infoline CEP. Et puis, on est présent pour répondre aux questions sur cette infoline du lundi au vendredi de 9h à 13h. Et puis, autrement, vous pouvez également nous envoyer un email avec vos questions à l'adresse suivante qui est info@sclérosenplaques.ch. Et puis, je vais juste vous dire quels sont les cours et formations qui sont à venir. Donc, le 16 février, on a un webinaire sur le rôle de l'imagerie dans le diagnostic et le suivi de la sclérose en plaques. Le 25 février, introduction aux techniques de course à pied. Ça se passe à Lausanne. Et puis le 16 mars, évaluation et rééducation neuropsychologique à la clinique Valmont à Glion. Et puis, vous pouvez trouver aussi tous nos prochains cours et les webinaires en ligne sur notre site internet www.multiplesclérose.ch. Tapez le français, il y a en allemand et en italien. Puis, vous devez sélectionner l'onglet « Nos prestations » et puis la rubrique « Cours et formations ». Et puis, je vous remercie énormément pour votre participation et merci au professeur Dupaquier pour sa présence et puis vraiment sa présentation qui était très intéressante. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Voilà, et puis fin.